Salam alaikum, Azul, bonsoir. Pauvre régime. Pour lui, c'est vraiment fini les vacances. Le tout récent boycott massif qui a contraint ce régime à user de la plus grande fraude électorale pour faire élire Tebboune a définitivement déclassé les habituels relais du régime, qui parvenaient un tant soit peu à sauver les apparences en mobilisant, pour les élections bien sûr, les populations les plus défavorisées, les plus enclavées, celles du pays profond, otages du FLN, du RND et de leurs potentats locaux. Cette fois-ci, presque personne n'a voté, hormis les militaires et un tout petit 8% parmi les alliés naturels du régime ou les plus fragiles de nos compatriotes. Le régime a donc compris que les vieux chevaux, en blanchis sous le harnais de la propagande, ils sont bons pour la réforme. Il faut donc penser à leur renouvellement. Mais écoutez d'abord ce que nous a dit Tebboune sur ces partis politiques qui ne servent plus à rien, sur ce qu'il a suggéré, qui ont dit long et qui n'a pourtant pas suscité un tant soit peu de réaction. Écoutez-le. ما رفضت الانتماء لأي حزب، أولا لأني رئيس كل الجزائريين، ثانيا المجتمع المدني هو الصح بالنسبة للمشاكل اليومية، بالنسبة والأحزاب راها تشتغل وفي الحماية الدستورية الكاملة باش ندير حزب ندخلوا في لعبة تقليدية. En fait, un vieux renard de la filouterie politique, M. Tebboune a compris que les temps ont changé et qu'il était révolu le temps béni du FLN, du RND, de l'UJTIA et de toutes ces organisations dites de masse qui sont devenues tellement contre-productifs qu'ils coulent tous ceux qu'ils soutiennent, comme autant de boulets. Fini, emballé, livré, tous ces partis de la mangeoire, du flicage des populations et de la propagande à 4 sous sont périmés, oblitérés, définitivement enterrés. Et en nous livrant cette annonce très forte, la première de son genre, qui envoie quasiment le FLN aux archives, Tebboune a clairement dit qu'il ne voulait plus s'arrimer à un quelconque parti. Il a confirmé que ces partis relais de masse ont fait leur temps. Tebboune cherche donc à se doter d'une autre base. Il en a un besoin pressant. Mais où pourrait-il la trouver, à votre avis, dans un pays qui a 90% hirakistes? Chez les vrais partis d'opposition? Non, bien sûr, si tant est qu'ils existent encore, un tant soit peu. Chez les épiceries politiques qui frétillent de la queue et qui ne demanderaient pas mieux? Non, bien sûr, parce que ces pseudo-partis sont tellement exécrés qu'ils auraient le même effet que le FLN ou le RND. Ils entraîneraient par le fond quiconque croirait qu'ils peuvent lui être utiles. Mettez-vous un peu à la place de Tebboune. Où pourrait-il donc trouver ce soutien populaire qui lui manque si cruellement? Un soutien populaire qui soit réellement ancré dans la société algérienne. Eh bien, tout simplement, dans un pan important de cette société civile dont il nous parle beaucoup ces derniers temps. Les associations, pardi. Toutes les associations qui ne soient pas dans la logique juste boustifailleuse, genre comité de soutien interchangeable, et qu'ils pourraient recruter au pied levé, en échange de certaines facilitations, notamment financières, immobilières et autres, et qui pourraient rallier le RAIS. Et par leur nombre, leur diversité, leur proximité avec la population, avec les corps de métier, les vocations qui sont les leurs, leur prégnance sociale, le spectre très large des catégories sociales où elles évoluent, toutes les tranches d'âge qu'elles concernent, font d'elles
ces associations une base populaire que tous les partis politiques et tous les syndicats réunis ne pourraient égaler. Mais le problème est que aucune force, aucune mouvance, aucun objectif commun ne peut les rassembler sous une même bannière politique. Quasiment impossible. Mais j'imagine que Tebboune n'a pas cette exorbitante prétention de tous les rameuter. En bon vieux renard de la filouterie politique, ses prétentions sont certainement bien plus modestes, c'est-à-dire qu'il ne vise qu'une partie seulement de toutes ces associations. Donc le nombre total, rappelons-le, dépasse largement les 100 000 associations. Sans compter les zaouïas qui marchent automatiquement avec quiconque tient en même temps le bâton et les cordons de la bourse, bien sûr. Tebboune est donc en phase ratissage pour tenter de se constituer une nouvelle base avec autant d'associations qu'il pourrait recruter. Et en vieux renard de la filouterie politique, il sait que les habituels relais, genre comité de soutien champignon, ne servent à rien d'autre qu'à susciter de l'antipathie. Il veut des gens qui soient réellement ancrés dans la société, qui ne soient pas détestés et qui pourraient constituer une sorte de renouveau populaire. Un parti qui ne dit pas son nom, en somme. Une partie non négligeable de cette société civile qu'il tente de séduire. Le tout récent agrément pour plus de 2600 nouvelles associations, agrément en une fois pour 2600 nouvelles associations, montre un peu que Tebboune croit vraiment en cette très curieuse option. Sauf, comme disent les gens de Gigel, li yahseb wahdo yishayt lahu. Une citation populaire qui peut être traduite par un vers de la fable de La Fontaine, la laitière et le pot au lait. Le lait tombe. Algérie, le phénomène des Harragas s'amplifie. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Un sujet qui s'est imposé à nous, un sujet qui s'est imposé sur les autres que nous avions préparé. Nous ne pouvions pas ne pas nous y arrêter par rapport à ce qui est en train de se passer. Vous avez tous entendu dire qu'en une seule journée, plus de 400 Harragas, selon d'autres sources, plus de 600
Harraga ont accosté en une seule journée sur les côtes espagnoles. C'est dire, au point où la presse espagnole en a fait ses manchettes de une, au point où presque toute l'Espagne politique s'est posé la question qu'est-ce qui se passe en Algérie? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yahya Bonouar, journaliste, qui est avec nous depuis Marseille. Amin Mennadi, activiste politique, qui est avec nous depuis le Canada. Anis Lahrir, activiste politique, qui est avec nous depuis Alger. Smaïn Lalmas, économiste, analyste politique depuis Alger aussi. Yahya Bonouar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal Din, c'est toujours un plaisir. Merci. Alors Yahya, donc le sujet du jour, je n'en dis pas plus, je vous laisse nous dire votre sentiment sur cette, j'allais dire, sur ce bot People en gestation. D'abord, quand on sème le désespoir, on arrive à ce résultat. J'aimerais rappeler le mois d'avril 2019, quelques semaines après le déclenchement du Hirak, dans la belle ville de Mostaganem. La marche du Hirak du vendredi, les manifestants avaient manifesté avec un boti, avec une embarcation, Oui. sur laquelle était écrit « C'est la dernière, Mesjid de Chouara ». Oui. Un vent d'espoir et d'espérance, notamment pour la jeunesse, de ne plus faire la harda, de vivre dans leur pays avec la liberté et la dignité. Hélas, les généraux en ont décidé autrement. Mais pardon Yahya, cette promesse a été tenue pendant des mois. Le phénomène de la harga s'était tellement ralenti qu'il n'existait plus pendant plusieurs mois. Et puis là, il reprend. Oui, c'était les mois d'espoir et d'espérance des jeunes Algériens, notamment des jeunes, de vivre dans leur propre pays, dans la dignité, dans la liberté, alors que ensuite, les généraux en ont décidé autrement. Aujourd'hui, un jeune Algérien qui publie une publication sur Facebook, sur un réseau social, se retrouve en prison. Ils ne peuvent plus parler. On va aborder peut-être tout à l'heure les problèmes socio-économiques. Vous voyez la crise dans laquelle se trouvent les Algériens, qui est aiguisée par la crise sanitaire du corona et qui montre l'incapacité de ce régime à prendre en charge les problèmes des citoyens. Donc aujourd'hui, il y a du désespoir. Ce régime a été incapable de semer l'espoir. Quand vous écoutez leurs discours, des complots par-ci, des ennemis par-là, aucune lueur d'espoir, eh bien les jeunes reprennent et veulent aller vivre là où ils pourront vivre dignement, même si c'est dans des pays étrangers, même si c'est le Rorba, même s'ils laissent leur famille, ils récupéreront au moins leur dignité. On ne peut plus vivre en Algérie dans la dignité. On peut être pauvre, mais digne. Eh bien, en Algérie, on sera pauvre et on n'aura pas la dignité. Mais qu'est-ce qui explique ces départs massifs D'abord, juste à l'ouest, il n'y en a plus à l'est puisque l'Italie a quasiment serré la ceinture de l'immigration, j'allais dire, clandestine. Tous les bateaux, tous les boutis, comme on les appelle, sont partis de l'ouest, entre Témouchent et Mostaganem. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant et d'un seul coup et comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était organisé, on ne comprend pas. Au moins 400 Harraga en 24 heures. Alors premièrement, 418, c'est le quotidien Al Pais qui l'a annoncé samedi à 15 heures. En vérité, il y en a eu beaucoup plus, puisque les embarcations ont continué à accoster sur des plages, sur des criques et dans des ports. L'avocate espagnole qui suit ce mouvement depuis très longtemps, je la connais personnellement, Elena Maleno Garzón, parle, elle, de plus de 1000 Algériens qui sont arrivés entre vendredi et samedi, et elle a publié sur sa page Facebook toute une liste. 1000 Harraga en 24 heures. Plus de 1000. Plus de 1000. Entre vendredi et samedi, et sur sa page Facebook, elle a publié les plages, les criques, les ports par lesquels ils sont arrivés. Deuxièmement, aujourd'hui, en Sardaigne, le responsable du parti d'extrême droite, la Ligue du Nord,
a interpellé le ministre italien de l'Intérieur parce qu'une embarcation d'Algériens avec 19 Algériens, 19 Harragas, ont accosté en Sardaigne. Et il a expliqué que depuis le début de l'année, depuis janvier, juste en Sardaigne, le total, c'était plus de 500, donc pratiquement la même chose qu'en 2019, alors que nous sommes au mois de juillet. Les Algériens, les Harragas partent aussi à l'Est, c'est plus difficile parce que les Italiens ont durci les conditions d'accueil, mais il y en a eu un aujourd'hui avec 19 Harragas en Sardaigne. Donc ça part de partout. Il y a un tel désespoir que les gens se jettent à la mer pour aller chercher sur la rive nord de la Méditerranée une vie digne pour eux. Et restez avec nous, Yahya. Nous allons regarder quelques images de Harraga qui sont partis de Tmouchent. De jeunes hommes qui partent avec leurs enfants. Vous imaginez, enfants quasiment en bas âge. Et notre compatriote qui est heureux d'avoir pu s'arracher à sa terre, alors qu'en toute bonne logique, il devrait être dans une attitude contraire. Mais c'est dire. Amin Mennadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Alors, c'est Harraga. Comment le phénomène est perçu depuis le Canada par nos compatriotes? Tout d'abord, au Canada, on a aussi quelques Harragas, mais bon, ils n'ont pas utilisé d'embarcation pour traverser l'Atlantique, mais il y a quelques Harragas. Il y a beaucoup d'Algériens qui, comme on dit, ils ont grillé leur visa, qui restent ici. J'en parlais récemment à des personnes informées, des avocats qui me disaient que le nombre de demandes d'asile d'Algériens avait sensiblement augmenté depuis quelques mois, et notamment depuis l'année dernière. C'est un phénomène qui est un peu moins visible, certes, qu'en Europe, mais les Algériens sont toujours connectés à ce qui se passe au pays. Et ils suivent de très près et puis ils voient clairement qu'il y a comme... Le terme « boat people » commence vraiment à être d'actualité quand on voit les masses d'Algériens, des centaines d'Algériens qui partent en une seule nuit, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest. Et c'est surtout que le phénomène n'était pas en flux continu. On a eu une période d'accalmie où je pense que le jeune Algérien s'est réapproprié ce sentiment d'appartenance à son pays et cet espoir que tout jeune doit avoir dans la terre sur laquelle il vit. Malheureusement, là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, on voit clairement que le désespoir a repris et pire que ça, que le désespoir actuel est bien plus important que celui qu'on avait noté durant l'ère Bouteflika, qui était l'une des plus désastreuses de l'histoire de l'Algérie. Alors, Yahya nous disait tout à l'heure que la harga avait complètement cessé pendant plusieurs mois et il a continué en nous disant mais les généraux ont fait en sorte de... Mais les jeunes, ils n'ont jamais cru en ces généraux. Ils savaient très bien que ces généraux, de toutes les façons, n'allaient pas leur répondre favorablement à leurs aspirations. Qu'est-ce qui a fait que cet espoir qu'ils portaient en eux, cette résistance, subitement, soudainement, en une seule fois, qu'elle les ait abandonnés et que le désespoir, comme vous venez de le dire, se soit réinstallé et que les horizons se soient encore une fois obscurcis? Le problème, le jeune Algérien, rares sont les jeunes Algériens qui vont citer les généraux comme étant le problème du pays ou de dire que c'est à cause des généraux que je vais partir. La réalité, c'est que le désespoir
prend forme et se cristallise en ce moment déjà sur les déclarations d'un président de la République, qu'on le veuille ou non. C'est le titre que M. Tebboune a, c'est le président de la République. Et puis certains, enfin, et même beaucoup de ces jeunes qui partent aujourd'hui ont voté. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains qui m'ont dit, ben, beaucoup de ceux qui ont voté pour Tebboune aujourd'hui prennent les embarcations pour partir. J'ai eu des captures d'écran d'amis sur Facebook qui voyaient des commentaires de soutien à Tebboune qui mettaient même sur leur photo Tebboune ou le chef d'état-major, et qui demandaient quel était le prix parce qu'ils voulaient embarquer dans une de ces embarcations. Donc le désespoir, pas le désespoir par rapport à... Il y a un petit souci, revenons à vous dans un petit moment, il semble que ce soit une question de connexion, je vous laisse entre les mains de la régie. Yahya Bonouar, vu côté régime, l'Harga qui a toujours dérangé parce qu'elle a un impact international qui est très dérangeant pour le régime parce qu'il le met à nu, l'Harga vu côté régime, quelle est-elle réellement? Mais avant de vous donner la parole, nous allons revenir un peu en arrière, la machine a voyagé dans le temps. Nous allons revenir du temps de Yahya et écouter ce qu'il nous disait alors sur les Harraga. Écoutons-le. أنا الحديث على موضوع جد أليم بداية لأنه يتعلق بأبناء وبنات الجزائر لأن حتى عندنا نساء يحرقوا ويتعلق بعائلات جزائرية فنآزر حزن العائلات المصابة بهذا الآلام وثم نعلق. قال المشكل مربوط بالفساد والمسؤولين. واش صيلة أوضاع البلاد بالشباب اللي يحرق ما لقاش الخدمة؟ أنا نطرح السؤال كي يحرق واش يلقى ليه؟ اللي وصل حي وفات شباك الشرطة الإسبانية ولا الإيطالية ولا 90% من الحالات يمشي يلقط تشينا ولا الطوماطيش. Quel mépris, quel mépris. Yahya. Oui, voilà. On est dans la même chose. Ils ne le disent pas de la même manière et ils ne le pensent pas de la même manière que Yahya, qui avait atteint un tel degré de déni. Je ne sais plus quoi dire tellement cette personne est à vomir. Mais dans les faits, ils pensent la même chose. C'est-à-dire que voilà, Yahya ne parle que khedma, ou il donc il ne sait pas ce que veut dire la dignité. Que ces gens-là cherchent à vivre dans la dignité. Ils écrasent les gens, ils leur refusent leur liberté, ils les méprisent, ils les humilient. وبعد يقول لك علاش تروح تحوس خدمه كيف هنا ولا هناك اللي هيك يعيش في لا دينيتي يروح يلقط تشينا بالصح حر واحد ما يتعدى عليه ما يبزقش عليه رئيس وزراء ما يتعداش عليه ما يسبوش ما يقولوش ما تاكلش الياور الحقوق تاعو واحد ما يتعدى عليهم ميم سون بابيي بلا كوارت الحراقه هنا بلا كوارت واحد ما يتعدى عليهم القانون كما المواطن اللي بكوارتو. Et ça, ils refusent de le comprendre. Enfin, pas tout à fait. Ils ont le droit peut-être à être soignés, à bénéficier d'un minimum pour se nourrir, mais ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas se déplacer librement, ils ne peuvent pas travailler et prétendre à un emploi légal et officiel. Oui, ça c'est les droits administratifs. Oui. Mais en tant que personne ne va venir les humilier. Ils seront traités de la même manière que les autres. Personne ne va les emmener à Antar ou Abla et les torturer. Personne ne va leur dire vous n'avez pas le droit de parler. Ils sont sans papier, ils manifestent dans les rues de Paris et dans les rues de New York et dans toutes les villes pour réclamer des papiers. Et ça, c'est impossible dans leur pays d'origine. Ils ont des droits dans les pays où ils n'ont pas de papiers qu'ils n'ont pas chez eux. Et ces gens-là, ces généraux, la question c'était comment ils doivent voir les choses. Eh bien, ces généraux ne pensent pas. Ils regardent. Évidemment, ça doit leur faire mal parce que c'est l'image de leur régime qui est touchée. Le monde entier voit que des centaines, des milliers de jeunes fuient le régime des généraux. Ça doit leur faire mal, mais pas plus que ça. Parce que ces gens
Merci Yahya. Amine Menadi, ça leur fait mal parce que, nous dit Yahya, parce que ça écorne un peu leur image à l'étranger, mais sinon ils ne pensent pas, et pour eux ça ne fait même pas partie de leurs soucis. Mais qu'est-ce qu'ils pensent eux réellement? Je sais que vous n'êtes pas dans leur tête, mais comment les imaginez-vous? Quel est leur regard sur cette tragédie, cette immense tragédie de jeunes Algériens qui se jettent dans la mer et qui très vraisemblablement meurent par milliers, périssent en mer tout simplement? Déjà, je voudrais pas être dans leur tête parce que ça doit pas sentir bonbon dans la tête de ces despotes. Mais ce qui est certain, c'est que on n'a pas la même valeur de l'humain. L'Algérien, qu'il soit jeune ou moins jeune, il n'a pas la même valeur, on n'a pas la même conception de l'humain et de son importance avec ces gens-là. Pour eux, le peuple, c'est juste un outil pour se maintenir dans des positions qui leur permettent les avantages qu'ils ont en ce moment. Mais quand même, en termes d'image à l'international, parce qu'il faut savoir qu'ils sont plus intéressés à avoir une belle image à l'étranger que d'avoir une belle image avec leur propre peuple. Mais des haragas, dans l'état actuel des choses, avec tout ce qui s'est passé les 2 dernières années, ou même les 3 dernières années au niveau européen avec les flux de migrants qu'il y a eu, je pense que c'est quand même un problème qu'ils doivent prendre au sérieux parce que ça ternit leur image. Mais il ne faut pas oublier que dans ces haragas, il y a des hirakistes, des militants et des gens qui ont décidé peut-être de quitter. Mais eux, s'il y avait juste des militants pour arrêter le hirak, je pense qu'ils seraient même prêts à fournir les embarcations pour s'en débarrasser. Là, la seule problématique qui va rester, c'est celle de l'image. Et je pense que, je sais pas, je n'ai pas vérifié l'information, mais un ami m'a envoyé tout à l'heure pour me dire que le consulat d'Algérie en Espagne avait demandé à la police espagnole de garder les haragas et de les rapatrier par avion directement en Algérie. On a toujours cette solution policière ou cette solution sécuritaire à la place d'une solution sociale. Le problème, il est plus profond que ça. Il y a une brèche sociale très importante. Il y a une fracture entre le pouvoir et le peuple. Et cette fracture-là, il y a aussi une autre fracture, il faut l'avouer aussi, entre l'élite et le peuple aussi. Et je pense que c'est toutes ces parties-là que les sociologues et des personnes spécialisées doivent venir nous conseiller sur de quelle manière aller chercher des solutions. Et la première solution serait déjà d'écouter ces jeunes-là et de leur donner la moindre des choses, leur donner l'occasion de choisir ceux qui les représentent et ceux qui les gouvernent. Ce que vous avez dit est terrible, même si c'est très vrai. Hein. Si ça ne tenait qu'à eux, ils fourniraient même les bouteilles, comme on dit, ils fourniraient même ces barques. Et je vais vous raconter quelque chose que j'avais découvert en 2005 pour dire que ce régime est capable de ça. Pour se débarrasser, pour laisser respirer la cocotte minute, il est capable de se débarrasser des gens. En 2005, j'avais découvert, je faisais un petit travail de recherche sur les demandeurs d'asile de l'OFPRA, et je découvre que les Algériens étaient en première place, il me semble, en l'an 2000. J'étais très très étonné, et j'ai fait une petite recherche, et vous savez ce que j'ai découvert? Qu'en 2001, avec les événements de Kabylie, le régime avait une peur bleue que ça se propage au reste du pays. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les gens du régime? Ils sont rapprochés de leurs amis français pour leur demander accorder le visa au maximum à tous ceux qui le demandent en Kabylie s'ils sont âgés entre 20 et 30 ans. Et les services consulaires français, c'est vérifiable ce que je dis, hein. Si les autorités françaises veulent m'attaquer en justice, je suis là. Vous savez ce qu'ils ont fait, les autorités françaises? Ils ont accordé un nombre effarant de visas à des jeunes de Kabylie qui avaient entre l'âge de 20 et 30 ans, parce qu'ils savaient qu'une fois qu'ils auraient l'asile politique, parce que tous ont demandé l'asile politique, et tous l'ont obtenu, ils ne pourraient plus retourner au pays. Un réfugié ne peut plus retourner dans son pays tant qu'il a ce statut. C'était pour confirmer ce que vous aviez suggéré. Juste pour ajouter par rapport à ce point, la tranche d'âge et la tranche sociale qu'on voit sur ces beautés,
c'est la même tranche sociale, parce que là, on voyait Ahmed Yahya qui parlait tout à l'heure, mais cette tranche sociale, moi je l'ai vu, la note d'ailleurs de Ahmed Yahya, durant les événements de 2011, enfin, fin 2010, ce qu'ils ont appelé Zito Sukor, donc les fameuses émeutes, qui sont, par la suite, il y a eu les révolutions arabes, plus on a eu des manifestations et des organisations qui se sont mises en place en Algérie. Ahmed Yahya, à l'époque, il avait fait une note pour octroyer en priorité les dossiers d'enchères, l'acceptation de dossiers d'enchères aux jeunes qui étaient des repris de justice et aux jeunes démunis. Mais ils ont dit clairement que, moi j'ai vu la note d'ailleurs, c'est une note du RND, je l'ai vue dans un bureau du RND. La note disait clairement que tous ceux qui étaient leaders le terme je l'ai oublié, mais c'est un peu les leaders de ces jeunes défavorisés devaient avoir des acceptations de la part de l'ANSEJ et que les responsables du RND locaux devaient les aider à les avoir, même sur des dossiers, par exemple à l'époque le transport était refusé, les fourgons de transport. Mais ils les ont réouverts juste pour calmer les choses. Voilà. Donc moi je pense que c'est comme tu as dit, c'est un peu la soupape de la cocotte minute. Même cette migration clandestine, c'est comme une soupape de cocotte minute. Ah oui, ça les débarrasse d'une jeunesse pleine de colère qui pourrait aller exploser ailleurs, quoi. C'est le cas de ce qui s'est passé en Kabylie. Pour dégonfler le mouvement kabyle, il fallait l'expurger de toute sa jeunesse et lui permettre et le dégonfler ainsi. Alors, nous venons d'être rejoints par Smaïn Lalmas qui va rester un petit moment avec nous. Smaïn Lalmas, merci d'avoir accepté notre invitation. Là, bonsoir. Bonsoir, c'est Jamal. Là-bas, c'est Smaïn. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marhaba. Alors, Smaïn Lalmas, d'abord, cette tragédie des Harraga qui défraie aujourd'hui la chronique quasi mondiale. Hein. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? On a utilisé le mot boat people un peu partout. Boat people en gestation. Quel est votre sentiment sur cette triste histoire? Oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à vous, c'est Jamal, à vos invités, Merci. à tous les téléspectateurs. Écoutez, comme par hasard, c'est un sujet que je connais bien. Je vous rappelle que j'ai été invité la seule et unique fois d'ailleurs par l'ère Bouteflika, par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est devenu Premier ministre après, c'est Bedoui, pour parler justement du problème Tal-Harraga et comment essayer de régler le problème et voir s'il y a possibilité de mettre un dispositif pour essayer d'absorber un peu de la colère, le désespoir dans les jeunes et essayer de les insérer dans un dispositif pour essayer je sais pas, pour essayer de les former ou les intégrer dans les dispositifs microcrédits ados les jeunes. Bon, d'ailleurs, j'ai été surpris d'être approché par le Jama'a Hadouk, donc c'était une première. Et bon, on va attendre comment que ça se prépare, c'est à la va-vite, mais j'avais mis en place un dispositif, d'ailleurs, que j'avais appelé l'Observatoire d'insertion des jeunes. Et j'ai été invité dans le club des pins, Palais des Nations et tout. On m'a même laissé parler de la plénière. J'ai tiré sur tout le monde d'ailleurs, je me rappelle, il y avait le gouvernement, il y avait des généraux, il y avait des walis et tout. Et j'ai essayé de cibler les responsabilités et tout. Mais l'essentiel, ce que j'avais remarqué, c'est que le jour où tu as la plénière, tu as les travaux, les concernés n'étaient pas présents. C'est-à-dire les Harraga qu'on a récupérés, ou là, les jeunes les jeunes potentiels Harraga et tout, n'étaient pas présents. D'ailleurs, c'était la remarque que j'avais fait. Il y a tout le monde. Ça, c'est une spécialité algérienne. Hein. C'est comme quand ils nomment un ministre de la jeunesse qui a plus de 50 ans. C'est une spécialité algérienne. Exactement. Oui. Alors, comment régler un problème si on ne se rapproche pas des concernés, si on ne descend pas voir ce qui se passe, etc. Moi, je dis que c'est vraiment c'est un signe d'échec flagrant de ce système, du système algérien, parce que ça remonte à loin, et surtout depuis 2000. Depuis 2000, où il y a eu des milliers de Harraga, de jeunes, les Silko, les Matoula Rahmoun, mais ce sont des milliers. C'est une gifle, ce système. Il n'y a pas pire
Il n'y a pas pire gifle que ça. C'est vraiment, ça représente et ça reflète l'échec de ce système. Pire que ça, Makinch. C'est-à-dire, vous allez tenter le diable avec de l'aventure. À 99%, ben vous allez mourir, vous allez être dévoré par les requins ou les je ne sais pas quoi, et vous préférez tenter avec le 1% de chance de traverser la Méditerranée que de rester, que de vivre dans notre pays. C'est dire le désespoir. Hein. C'est dire le désespoir. Il n'y a pas pire désespoir que ça. C'est vraiment impressionnant. C'est fort comme geste. C'est fort comme message. C'est très fort. Moi, je suis malade de voir ça. Et honnêtement, Wallah, je suis malade. Je suis très malade de voir nos jeunes Agda prendre des risques et nous lancer des messages des messages aussi forts et personne ne fait quoi que ce soit. Et tout le monde est à l'expectative, sachant que ça fait plus de 10 ans, au-delà de 20 ans, et je crois que le désespoir, je l'ai vu, et on le voit avec les haragas, mais moi je l'ai vu aussi avec nos jeunes étudiants. J'ai fait une douzaine de conférences, j'ai donné une douzaine de conférences au niveau des grandes écoles Tawana, l'INA, les Polytech, etc. Oui, j'ai rencontré l'avenir. Les jeunes, j'ai rencontré l'avenir, mais j'ai croisé quelques jeunes désespérés. On n'a pas le droit de les laisser avec les jeunes ados. C'est pour ça que j'ai justement, le Hirak est porteur d'espoir. Le Hirak est porteur d'espoir. Personne n'a le droit de casser le Hirak. Même le pouvoir n'a pas le droit de casser le Hirak parce qu'il y va de l'avenir de millions de jeunes Algériens qui avaient beaucoup d'espoir faire le Hirak. D'ailleurs, au début du Hirak, le Haraga avait arrêté les aventures à dos. Donc, Yajma'a, il faut penser à l'avenir de nos enfants. Mais justement, Smaïl Ammari. Smaïl Ammari, pardon. Smaïl Almas, pardon, je ne me le pardonnerai pas ce lapsus. Non, c'est pas parce que vous valez beaucoup mieux. Smaïl Almas, il y a une autre forme de harga, des harragas dont on ne parle presque pas, qui sont une véritable hémorragie. C'est les hargas des diplômés d'études supérieures. C'est une bombe. Je ne donne qu'un chiffre, 15 000 médecins. 15 000. Vous imaginez un seul médecin pour le former depuis l'école primaire jusqu'à l'obtention de son doctorat, c'est l'équivalent de plusieurs milliards. Je n'ai pas le chiffre exact. Alors imaginez, 15 milliards que l'Occident cueille comme des fruits mûrs sans n'avoir rien dépensé. Mais il n'y a pas que les médecins. On parle de 200 000. Oui. Je vous donne un autre d'autres filières. J'ai donné une conférence pour le NSI, à l'informatique, l'école d'informatique. J'avais l'amphi est plein. Et bien pratiquement, les 80% les diplômés à deux, les de l'autre côté. C'est un vivier énorme. C'est énorme, de la perte. Mais où vous allez lui dire quoi? Non, mais on va leur offrir quoi? C'est ça le problème. Je vais vous rappeler une autre situation. Rappelez-vous avec la chaîne qu'il y avait devant le centre culturel français. T'as les étudiants, les centaines de milliers d'étudiants pour passer le TOEFL, pour passer l'examen de langue, pour pouvoir émigrer là, pour pouvoir passer leur diplôme de l'autre côté. Une chaîne qui avait fait le tour de tout le quartier. Une chaîne qui avait fait le tour de tout le quartier. C'était l'un des moments les plus malheureux de ma vie. C'était énorme, c'est grave. Mais c'est grave ce qui se passe. Donc, face à tout ça, au Mazel, on fait rien, on se comporte toujours de la même manière, c'est toujours les mêmes réflexes, les mêmes comportements. Alors, Smaïl Almas, comme vous nous avez demandé de vous libérer, de ne pas vous garder trop longtemps, je me permets de vous garder encore un peu pour une question. Une question qui vous intéresse très certainement, dont vous avez peut-être les réponses à nos questions. Cette histoire de liquidités qui sont introuvables dans le pays tout entier, c'est quoi? Est-ce que vous auriez des explications? Vous savez, la crise économique que traverse le pays, depuis 2014, mais surtout depuis 2018,
Parce que 2018, il y a eu un gel des activités économiques. Hein. Il faut dire que depuis 2018, l'activité économique était pratiquement au zéro. Hein. Donc, cette crise accentuée par la crise sanitaire a provoqué quand même un sérieux problème de liquidité, poussant même nos banques à geler certains crédits aux entreprises. Donc, le manque de liquidité a causé beaucoup de dégâts. Bon, bien sûr, il n'y a pas de communication autour du sujet, mais je vais y aller plus loin. Les conséquences vraiment risquent d'être beaucoup plus graves, surtout que on compte sur l'argent, sur les liquidités à dos pour essayer d'accompagner nos entreprises en difficulté, en souffrance, pour résister justement aux conséquences du Covid, pour essayer de garder et sauver les postes de travail et sauver nos entreprises. Donc, avec cette pénurie d'argent, de liquidité, les entreprises ont rendu mal. Oui, mais expliquez-nous une chose, Smaïl Almas, il y a une chose qu'on ne comprend pas. Nous, avec cette histoire, nous, on raisonne un peu terre à terre, hein, on n'est pas des économistes. Alors, pendant cette histoire de la planche à billets, hein, cette histoire de... nous, on pensait qu'il allait y avoir des surliquidités, pas des... on pensait qu'il y avait un tel flot de masse monétaire de billets en circulation qu'il y en ait en avoir trop et que ça allait déclencher une sorte d'inflation, de stagflation. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, on nous dit qu'il n'y a pas de liquidité. Et il est parti où tout l'argent qui a été imprimé? On va schématiser un peu. D'accord. On va schématiser avec ce qui se passe actuellement, avec l'Aïd Hadal Adhal Yaoudjay, le Moubarak. OK. La chaîne qu'il y a au niveau des postes, c'est pour récupérer l'argent qui est dans le circuit officiel. D'accord. OK. Oui. Ça. En bas, l'argent, il sera utilisé pour faire quoi? Pour la période d'année, c'est pour acheter les moutons. Oui. L'argent, il va aller vers où il ira? Il ira dans l'achat des moutons, dans le circuit non officiel, finalement. Oui. Et puisqu'avec les belles, c'est pas une entreprise qui va vous vendre le mouton de la facture ou de la médium de la banque, etc. Donc finalement, l'argent ne circule pas de façon normale. À un certain moment, Oui, mais il ne va pas acheter que le mouton. La plupart des gens, ce n'est pas pour le mouton, c'est pour vivre. C'est pour faire des achats. J'ai donné l'exemple, c'est la conjoncture actuelle. Mais le mouton, c'est un exemple que je vous donne. On revient à autre chose. C'est un exemple pour expliquer où va cet argent. Puisqu'il y a une surliquidité, normalement, il devrait y avoir une surliquidité. Mais la surliquidité, si l'argent reste dans le circuit officiel, c'est-à-dire je sors la banque, j'achète avec cet argent, je consomme, et l'argent, l'un de l'épicier ou l'un de boulanger ou l'un de le jouage ou là, va rentrer dans les banques à travers la fiscalité ou là, à travers les dépôts, les commerçants, etc. Oui. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez un circuit informel qui représente plus de 60% de notre économie. Donc l'argent Hadak, à un certain moment, la boucle Hadak, elle est fissurée. Donc l'argent sort de la boucle, l'argent sort du circuit officiel. Il ne circule plus, l'argent ne circule plus, il est séquestré. Voilà, il rentre dans le circuit informel. Il vient du circuit officiel vers le circuit informel. Qui fait que les 6500 milliards de dinars dont vous parlez, puisque vous parlez de la planche à billets, on a imprimé 6500 milliards de dinars, hein, de 2017 à 2019. Oui, une bonne partie, fait le circuit informel. Et vous avez beau injecter de l'argent, vous mettez de l'eau dedans et à un certain moment avec l'eau il y a des fuites, donc il reste pas dans la jarre. C'est la même chose. Et pourquoi ils n'optent pas pour une opération changement de monnaie pour pouvoir faire recirculer cet argent, le faire passer par la banque obligatoirement? Mais si vous changez la monnaie, vous laissez les conséquences qui ont cassé de la monnaie actuelle. Vous allez changer que le billet et les dessins sur les billets, c'est tout. Là, il faudrait plutôt aller en profondeur, essayer de corriger ce qui ne va pas. Essayer de voir, voilà, l'économie informelle a bouffé tout ce qu'on a comme argent. Pourquoi ne pas revoir techniquement la chose avant d'aller vers des solutions de changement de monnaie, etc. Changement de monnaie, ce n'est qu'un outil qui va accompagner les changements réels dans notre économie et dans notre vie. Mais ça ne peut pas être la solution.
Oui, mais en attendant, il faut bien régler ce problème. Facile. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? En attendant, il faudrait tout revoir. C'est-à-dire, il faudrait déjà penser à construire une économie, Oui. à ne plus faire les mêmes bêtises qu'avant, à ne plus parler de réforme. La dernière fois, on n'a rien construit pour réformer. Donc Ouais. il faut passer à la phase sérieuse qui consiste à construire une économie. Hein, et la construction de l'économie passerait bien sûr par comprendre ce que c'est que l'économie. J'ai toujours dit que l'économie, c'est simple pour les gens qui ont compris ce que c'est, et c'est compliqué pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. L'économie, c'est simple, c'est divisé en deux blocs. C'est production-consommation. La production, c'est l'investissement. La production, c'est l'entreprise. Et la production passe par la confiance. La production passe par l'investissement et passe par la crédibilité. Donc la solution économique passerait par la solution politique. C'est pour ça qu'on traîne. Alors, le problème de liquidité, il y a le fait que l'argent sort du circuit officiel et sera absorbé par le circuit informel. Hein? Il y a autre chose, il y a la bêtise humaine aussi, la bêtise de nos cadres. Tu as Algérie Post et tu as la Banque d'Algérie. Vous imaginez que vous allez virer en même temps et les retraités et les salariés, etc., à la même période. Eh bien, c'est tout le monde qui va vers les postes pour retirer leur argent au même moment. Et en plus de cela, le responsable de la poste, il dit que nous avons 22 millions de comptes actifs. Il y a 22 millions de comptes au niveau de la poste qui bougent, sur les 27 millions enregistrés. Oui. Et ça avait 22 millions. Et il faut penser à réguler tout ça, à organiser tout ça, à ne pas faire les virements en même temps. Surtout quand ça coïncide avec un événement qui met l'Aïd, l'Adha. Oui, les gens vont sortir de l'argent et vont retirer des sommes importantes pour acheter le nécessaire. Il faut que l'imagination soit au rendez-vous. Il faut que l'imagination et la compétence soient au rendez-vous. Smaïl Lalmas, merci infiniment. C'est pas nouveau, attention. Oui. Je continue parce que c'est pas nouveau. On a connu ça. Il y a eu des épisodes en 2010, 2011, etc. Donc c'est pas une nouveauté. Mais non, on n'apprend pas des erreurs du passé. Et la bêtise est toujours là. Et on continue à faire des choses insensées. Et surtout quand on parle de problèmes sanitaires, au lieu d'éviter les chaînes, au lieu d'organiser tout ça, et ils sont en train de faire marcher, de faire circuler le virus de façon officielle en plus. Voilà. Merci beaucoup, Smaïl Ammari, au plaisir de Smaïl Lalmas. Au plaisir de vous retrouver. Merci infiniment. Excusez-moi pour les deux fois où je me suis trompé sur votre nom. Merci beaucoup. Alors, nous allons écouter M. Tebboune, ce qu'il nous disait sur les Harraga en janvier, le 22 janvier plus précisément. Écoutons-le. أنا شخصيا باش نيأس ما نيأسش، ولكن أنا التشعب تاع الأسباب تخلي احنا نتمنى ان شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر جديده تخلي الانسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا ان تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت اسبوع ولا اسبوعين في البلاصه الفلانيه ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصتو ماهيش ليه، بلاصتو راه في بلاده. ممكن اجراءات اخرى، ممكن اطباء نفسانيين، ممكن هذه ممكن المشكل صعب حقيقي والحل تاعو اصعب، لان قلت لك فيه تشعب نتاع اسباب. Yahya Bonouar, on va faire un dernier tour de micro sur ce sujet. Est-ce que vous avez entendu ce que dit monsieur Tebboune? Oui, absolument. C'est de la psychologie de comptoir. C'est du populisme. C'est le bateau Algérien, c'est qui c'est qui va croire ça? Tous les Algériens ont aujourd'hui accès à l'information à travers les réseaux sociaux. Comment il va faire, Yahya, pour envoyer les gens يشوفوا الميزيرية زعما يجوا l'Europe باش يشوفوا الميزيرية? Comment il va faire pour envoyer 20 millions de jeunes qui veulent tous quitter leur pays? Comment il va faire?
Mais il n'avait pas l'intention d'envoyer qui que ce soit, ni 20 millions, ni 20 personnes, ni même une personne. C'est juste un menteur qui ment, qui a menti. Ça fait 7 mois. C'était au début du mois de janvier. Et il n'a envoyé personne. Il ne croit pas lui-même un mot de ce qu'il dit. C'est juste en avant, blabla, 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 blabla. On lui a posé une question, il a répondu. Une fois, il a dit qu'il faut voir des psychologues pour étudier les cas. Peut-être que c'est des malades. Voilà, donc on ne gère pas la politique. On ne fait pas de politique. On dénie, on dénigre ce qui pose un problème. Il y a un problème de désespoir dans ce pays, notamment pour la jeunesse. Il faut les écouter, il faut leur construire un avenir, il faut les intégrer, il faut qu'ils participent à la construction de leur propre pays et arrêter de les dénigrer. Tous ces gens étaient au pays, auraient aimé vivre dans leur pays, et puis il y en a d'autres, 6, 7, 8 millions d'Algériens qui sont à l'extérieur et dont la majorité aimerait retourner vivre en Algérie. Évidemment, quand ils voient ces images, ils n'y retourneront pas. C'est le drame de l'Algérie. Ceux qui sont à l'extérieur aimeraient rentrer et ceux qui vivent en Algérie n'ont qu'une idée, qu'un rêve, c'est de le quitter et de partir. Mais le problème est politique. Le problème, il est très profond. Le pays est géré par des gens qui sont incapables, qui n'ont pas de vision, Oui, voilà, qui voient des complots partout, quand il y a un problème, ils ne s'assoient pas autour d'une table pour régler le problème, ils dénigrent la personne qui a posé le problème. Alors, et oui. les niveaux. Amin Mennadi, sur cette déclaration très curieuse de ce monsieur qui parle d'exporter les gens pour un stage de découragement, pour décourager les gens de quitter leur pays. Il les envoie où? En Europe pour voir la misère, et retourner dans l'Eldorado qu'est l'Algérie. Juste une question. Est-ce que le monsieur dont on parle, c'est le même qui a dit qu'on avait le meilleur système de santé en Afrique et dans le monde arabe? Touché. D'accord. Donc, si c'est le même monsieur, je pense qu'à un certain moment, c'est pas à nous de répondre à ça. Ce monsieur a besoin d'avoir affaire à des praticiens qui vont voir c'est quoi sa problématique. Soit il a un problème de vue, qui ne voit pas les mêmes choses que nous, soit il a un problème psychiatrique, il ne vit pas dans le même monde que nous. Sauf si on croit dans les mondes parallèles où il y aurait une Algérie parallèle où un Algérien qui irait voir un autre pays, ne serait-ce qu'un pays voisin, je ne parlerai même pas de pays européen, verrait qu'il vit mieux en Algérie que dans ces pays. Ensuite, c'est Ismaël que je salue d'ailleurs, Ismaël Almas, et non pas Ismaël Ammari d'ailleurs. Ouais. Oui. Je suis désolé pour cette erreur. C'est Alzheimer qui guette, c'est Alzheimer. Je pense surtout qu'il a tellement laissé d'impact négatif sur nos vies, Ismaël Ammari, qu'à chaque fois qu'on entend Ismaël, on dégaine. Malheureusement. Donc, écoute, il parlait des diplômés. Parce que dans ces haragas, une partie, c'est des diplômés. Mais il faut parler aussi du nombre d'étudiants qui terminent un premier niveau dans leur cursus universitaire et qui vont officiellement pour finir leurs études sous d'autres cieux et qui ne rentrent plus. Ouais. Au Canada, le chiffre de la conversion est effarant. C'est au-delà de 70 ou 75% des étudiants qui viennent au Canada pour faire des études, pour pousser plus loin leurs études, qui restent et qui ne rentrent pas. Sachant que sur les 25% restants, il y a une bonne partie qui rentrent au pays et qui reviennent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un questionnement qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est qu'est-ce que l'État fait pour ces gens-là, pour les garder. Mais finalement, je pense que Tebboune, il fait plus l'effet de les pousser à partir que l'effet de les garder dans le pays. Parce que c'est du dénigrement de dire je vais te prendre en voyage, c'est parce que tu n'as pas voyagé, je vais te prendre en voyage dans un pays, tu vas voir qu'ils vivent la misère. Le jeune Algérien qui trouve la misère, tu vas lui dire la misère en France, en Europe, dans n'importe quel pays, il va dire je préfère la misère de là-bas, avec la misère quotidienne de là-bas, elle est meilleure que la vie chez nous. Il y a un voisin à moi à qui je parlais il y a quelques jours. Il me demandait comment venir au Canada. Je lui ai dit, écoute, c'est compliqué. Déjà, avec la Covid-19, c'est encore plus compliqué. Mais en temps normal, pour toi, tu n'as pas des études supérieures.
tu ne peux pas faire de demande pour venir pousser plus tes études ici, donc tu dois faire un dossier d'immigration, ça prend le temps. Mais je lui ai dit quand même, bon, là, ça commence à bouger pour toi, ton commerce il marche, tu commences à faire des choses. Écoute bien ce qu'il m'a dit. Je vais le dire en derja pour que ça ait le même effet. Il m'a dit, plaque stop au Québec, c'est mieux qu'un médecin en Algérie. Oh là là. C'est le terme qu'il a utilisé. C'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui vit très bien. J'ai un ami médecin aussi, récemment, il me disait, bah, je dois venir au Québec et tout ça, j'ai un visa, je vais venir, je vais rester. Je lui ai dit, au Canada, si tu viens en tant que médecin algérien, c'est pas comme en France ou là en Europe. Tu es obligé de refaire tes études. Il m'a dit, je préfère refaire mes études que vivre le désespoir que je suis en train de vivre dans mon pays. Restez avec nous, Amin Mennadi, pardon de vous avoir interrompu. Nous venons d'être rejoints par Anis Lahrir, activiste politique. Anis, merci d'être avec nous. C'est la moindre des choses. Bonsoir à tous et bonsoir à tout le peuple algérien. Merci beaucoup, Anis. Alors, Anis, on nous a dit, Adel nous a dit que oui, parmi les Harragat Hadel Khtra, il y en avait un qui était un de vos amis, dont vous connaissiez oui, l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour qu'on parle des gens vrais, ça veut dire on ne parle pas dans Epsilon. Ça veut dire c'est réellement, voilà, اسمه فلان وهاو واش عايش وكيفاه راح واش صرا له والاسم يعني سي با اوبليجي الاسم اسمه علي ولا اسمه حسين ولا تفضل انيس جو vous en prie. En tout cas c'était malheureux, c'est محزن اني نسمع بان دو مي anciens collègues في شركه اللي توزع المواد الغذائيه يسكن في زيرالدا الى زيرالدا. جاني خبر من عنده اللي تفهمتو بلي il est حاب يقلع il est marié avec 2 enfants, avec 2 garçons. Je pense que 7 ans et 9 ans, quelque chose هكذا. هضرنا معاه et tout, mais شغل كان سيد كان حاب يروح à chaque fois. هاد الخطرة راح. on a essayé de lui envoyer des messages par internet, par Messenger, par Viber et tout. Mais une fois qu'il a عاود ريبوندا وقال لي je peux vous envoyer les screenshots. وتشوفوا واش قال لي شوي ديزولي قال لي راني لحقت قال لي ما بقاتش معيشه في البلاد هذه. كانت سا سيتوياسيون ما يخدمش متزوج مش متزوج ديبلومي مش ديبلومي عنده دراهم ما عندوش دراهم عايش في فامي نومبروز il a un logement il n'a pas de logement quelle était sa situation? ماشي c'est pas quelqu'un qui est diplômé, il n'a pas fini ses études. Marié avec 2 enfants, marié avec marié, hein? Oui. متزوج وعنده 2 أولاد. Avec 2 garçons. Oui. Et il habite chez son père, donc avec sa grande famille, مع خالته et ses oncles et tout, تعرف la famille algérienne كيفاش. Donc on était vraiment surpris كان أنا personnellement choqué كي سمعت الخبر. ما عرفتش الا نقول له بصحتك باسكو انا بيرسونيلمون نحب نروح وما عرفتش الا نقول له يا خويا واش درت هكذا طالي سي اون فامي ديريير توا شغل سي مالورو سي فريمون مالورو. ولا انت انيس pourquoi vous voulez partir علاه انت حاب تروح؟ Bon, donc jeune Algérien qui a fini ses études je suis مازال دوكا صافي 3 ans مازالني نخدم مازالني نتلاوح من شركه لشركه مازال ديجا كي تكون تقرا في الجزائر بلا ما تكمل قرايتك كي تكون تقرا ما على بالكش واش راك حاب دير باسكو بالبروغرام يفورسيوك دير حاجه ما تحبهاش اوتوماتيكمون كي تخرج تخدم تشوفي هذاك لو بولو شغل هكذاك وراك كارغو راك ديرو من فوق القلب دونك ما عندك حتى حاجه اللي تراسي لك لافدير تاعك. المارسون في الجزائر ما كانش حاب يكون مارسون، الطبيب ما كانش حاب يكون طبيب، لو جوج ما كانش حاب يكون جوج، لو تكنيسيان ما كانش حاب يكون تكنيسيان، ما شغل في الديبار سي فو. الوغ دوكا رانا بلي ديبلوم تاعنا ورانا نحوسوا وين نروحوا وين تروح تخدم. مام سيدي كي تروح تخدم انا صافي با لونطون كو جي ديميسيوني من اون بواط هنايا. كانوا دايرين فينا مالغري لي كومبيتونس تاعنا ولي زينيسياتيف اللي كنا نزيدوهم
كنا شغل نخدموا شغل رزق بابانا مي هذا واش يخدمنا هكا سي لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي صح الله غالب يجي واحد انا انكابابل يفي بارتي دو لا فامي تاع موالين شركه يجي ويدير فيك اللي ما يندارش وما يحترمش من با لا هيرارشي ونورمال ويكره لك حياتك. الا كان عندك شويه نيف راك تخرج، الا ما كانش عندك شويه نيف بان تولي ان اسكلاف كون تولي اسكلاف اللي راهم يخدموا دوكا في لي سوسيتي بريفي. وي مي انيس واسمح لي يعني مانيش يعني تاع ندير لك لا مورال ولا جو بيرمي نو سي جوست si vous les jeunes en qui tout le pays porte un immense espoir surtout واحد كيما انت اللي اكتيفيست كونو في الحراك وقاعد si tous les jeunes tous les médecins tous les diplômés tous les jeunes même s'ils sont pas diplômés يروحوا كل شكون اللي هاد البلاد هذه qui va sauver l'Algérie qui va la tirer des griffes de ces monstres qui sont en train de la déchiqueter de la dévorer toute crue اذا انتم رحتوا شكون البلاد هذه شكون يسلكها؟ بون الى نهضروا على لا ريفولوسيون ولا شغل المشعل اللي لازم يشدوه لي جون لازم يشدوه لي جون ما سي با اوبليجي كو لازم يشدوه لهنا باسكو راك في بلادك وما راك قادر دير والو. لا موندر دي شوز سي كو لوروب كاع راهي فاتحه الكونفينمون الناس راهي تخدم راهي تمشي بارتو كلش راه يمشي عادي غير هنا في الجزائر الكوفيد ما يمشيش على 8 تاع الليل. انا بيرسونيلمون راني صايب روحي كوانسي 20 كيلومتر دالجي في مفتاح اش باس توت ما جورني مفتاح ما عندي ما ندير شكون ساكن في ابارتمون مغلوقه في تروازيام ايطاج سخانه تو بو ريان تاع واش حبيت دير تو ديبلاسي وين تروح تحوس على خدمه تروح تشوف كاش اتولي تخدم عنده لا موندر دي شو ترونسبور ما كاش دونك سي بور سا كو الناس كراهت. وهذيك لا بروميس et cette promesse que vous nous aviez faite c'est le dernier beauté تاع الحراك. ما رانيش نقول لك باللي كرهنا بلادنا بصح القناعه اللي لحقنا ليها سي كو سي اون ام لالجيري لازم نكيتيوها. سي تو ان طون بيي كيت لو باسكو راك تزيد عليه عبء راك شاك راك تزيد عليه المشاكل للبلاد تاعك البلاد نورمالمون ترفدنا رانا حنا نزيدوا لها في المشاكل وربي يقدر بلادنا من لا مافيا اللي راهي شاده ربي يقدر بلاد من الناس اللي راهم شادين البلاد هذه. بارك الله فيك امين يعطيك الصحه. j'espère vous retrouvez bientôt انيس انيس الحريري اليوم ما يتخلطوا لي الخيوط et j'espère que la prochaine fois on va parler de la jeunesse qui sera décidée à rester chez elle à ne plus se jeter dans la mer وتقعد في بلادها وتسلك بلادها ان شاء الله نتمناو لك في الاتحاد. بارك الله فيك خويا انيس. نرجع لامين من نادي avant de le libérer. Amine, alors le Hirak est en entracte, j'allais dire, qui m'a dit entre parenthèses quand il parlait de l'économie. Et le Covid, donc tant qu'il y a le Hirak ne reprendra pas, et j'espère qu'il ne reprendra pas, du moins dans sa forme de manifestation publique. Mais nous avons affaire à un régime visiblement suicidaire, qui réellement ne recule devant aucun moyen pour continuer d'aller encore plus vite vers le mur. كيف نديروا Amine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que la jeunesse, à quoi la jeunesse doit s'atteler dans l'urgence à entreprendre? Tout à l'heure, la question est importante parce que faire les constats c'est bien, mais souvent le péché mignon du militant, c'est qu'il s'oublie dans le constat de l'échec. Mais là, les solutions, justement, on a une solution. Ouais. Ce que les gens appellent le Hirak, ce que moi j'appelle une révolution. Mais les responsabilités, j'en parlais tout à l'heure. Il y a la responsabilité du désespoir qui est alimentée essentiellement par le régime et qui a la plus grosse part de responsabilité parce qu'ils sont responsables de la situation actuelle du pays. Ils sont responsables des vieux, parce que ceux qui sont partis dans les embarcations, son père, la veille, il le voyait dans une foule compacte alors qu'on est en plein pandémie
pour aller récupérer les quelques sous de retraite qu'il pouvait avoir pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est leurs parents, leurs proches qui vont dans des hôpitaux qui ne trouvent pas d'oxygène ou qui ne trouvent pas de respirateur, qui ne trouvent même pas des équipes équipées juste de protection pour pouvoir prendre soin d'eux, alors qu'on a un président qui dit que finalement c'est la main étrangère qui fait ça aussi. Donc la première responsabilité, c'est celle du régime. Mais il y a une responsabilité aussi de certaines tendances et de certaines idées au sein du Hirak, ce qu'on appelle le Hirak, ou au sein d'une élite qui est en train de nous perdre aujourd'hui et d'emmener avec elle une partie de ces jeunes dans des divergences qui datent des années 90, dans des clivages des années 90, qui n'ont rien à voir avec la révolution d'aujourd'hui, qui, elle, est venue pour unifier, pour réunir, et non pas pour séparer. Donc je pense que la première des démarches à faire, c'est soit de tenir sa langue dans certains cas de certaines personnes et de certains mouvements, et de laisser la jeunesse qui émerge prendre les devants et aller vers une démocratie, et ensuite se battre avec des idées, soit justement d'aller chercher cette jeunesse-là et de la revigorer en lui donnant les relais qu'on peut avoir, que peuvent avoir nos générations, nous, les générations qui avaient avant. Je parle pas nécessairement juste de Aouras TV, mais en général, il y a certains médias qui relaient certaines personnes ou certains personnages plus que d'autres. Il est grand temps, je pense, que l'espèce jeunesse. Merci Amin Mennadi, au plaisir de vous retrouver. J'espère que vous viendrez plus souvent à cette émission. À Texaha, merci beaucoup. Alors, Yahya Bonouar, d'abord, je tiens à signaler qu'il y a beaucoup d'incendies, plusieurs incendies qui sont déclarés un peu partout en Algérie, notamment Tiaret, Sétif, en Kabylie, et qui font des ravages. Je tenais à le signaler. Sinon, Yahya Bonouar, cette histoire le dernier conseil des ministres qui a été pris, où il y a eu des prises de décision qui semblent pour le moins hallucinantes pour certaines d'entre elles. Yahya. Il y a surtout, dans le communiqué du Conseil des ministres, sont rapportés les propos de Tebboune, en sa qualité de chef de l'État, dans lesquels il dit, j'ouvre le guillemets, que tahqiqat al-amniya, les enquêtes sécuritaires, ça veut dire les généraux sécuritaires, ont abouti à la conclusion que des gens, un complot, des gens payés, ont volé des cadavres et les ont jetés dans les rues, ont volé des bonbonnes d'oxygène, ont agressé les médecins et les infirmiers. C'est un complot. Que les généraux sécuritaires fassent leur paranoïa habituelle, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça depuis Gaïd Saleh, avant Gaïd Saleh, la main étrangère, la main de la Lune, etc. Donc, ça, on peut le comprendre. Plus dramatique, c'est que des clowns, comme Tebboune, comme Jarrad, comme Belhimer, comme Farhat Ait Ali, acceptent ou n'arrivent pas à refuser que ça figure dans le communiqué officiel du Conseil des ministres. Imaginez dans 20-30 ans, quand les historiens vont lire ce communiqué, qu'est-ce qui leur arrive? Ils s'en foutent. Des gens sont payés pour prendre des cadavres et les jeter dans les rues. Des gens sont payés pour voler des bonbonnes d'oxygène. Tout cela pour cacher leur incapacité. Ils sont incapables. Ils ont un système de santé qui est défaillant, il faut le reconnaître, et essayer de réformer les choses. Ce n'est pas la peine d'accuser les gens. Demain, ils vont accuser encore un complot qui a payé les jeunes Harraga pour aller en... Mais il y a autre chose, Yahya. Dans cette ordonnance, d'abord, il ne passe pas par la PN, il prend une ordonnance pour modifier le droit pénal pour que les gens qui attendent au personnel médical soient condamnés à de très lourdes peines de prison, qui peuvent aller jusqu'à perpétuité. D'accord, il n'y a pas de souci. Sauf que habituellement, on ne protège pas un seul corps. On dit, il n'y a pas de code pénal qui protège les médecins ou je ne sais pas quelle autre profession. On protège généralement les gens dans l'exercice de leur profession. Mais sinon, dans cette même ordonnance, c'est comme si en quelque sorte, il nous avait fait une vente concomitante. Il fait passer cette mesure, mais derrière ce qu'il y a, c'est qu'il
il y a de très lourdes peines de prison pour ceux et celles qui prennent des vidéos à l'intérieur des hôpitaux, qui sont des médecins et les infirmiers. Ce sont eux généralement qui prennent des vidéos. Et donc pour justifier, il dit qui attentent à la dignité des malades. Si vous montrez un malade dans une sale situation, ce n'est pas à sa dignité qu'on attend, c'est à la mauvaise gestion des hôpitaux. Et donc ils ont réussi à faire passer dans cette ordonnance le fait de condamner très lourdement quiconque prend des photos, quiconque prend des vidéos pour alerter l'opinion publique. D'abord, il faut dire que la situation des hôpitaux, telle qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité des médecins, ce n'est pas la responsabilité des infirmiers, ni des soignants. Si la défaillance du système de santé en Algérie est de la responsabilité politique depuis 10, 20 et plusieurs décennies. Ce ne sont pas les médecins, les infirmiers et les soignants qui sont responsables. Lorsque vous annoncez à une famille qu'un membre de cette famille est décédé du Covid et que vous refusez de lui donner le corps parce que les résultats des tests mettent entre 1 semaine et 2 semaines, forcément les membres de la famille, ceux qu'ils ont en face, ce sont les médecins, ils réclament le corps du membre de leur famille aux médecins, ils ne les réclament pas à Tebboune ni au ministre, c'est celui-là qu'ils ont en face. Mais ces gens-là, الشعب لازم يعرف ماشي هما المسؤولين. ماهوش الطبيب المسؤول، ماهوش الممرض المسؤول، ماهوش حتى مدير المستشفى المسؤول. Ça c'est la première. Ils font passer leur propre médiocrité, ils font porter la responsabilité sur les soignants qui sont au front et qui se battent contre ce virus et qui doivent aussi affronter la colère des citoyens, une colère légitime. Quand vous dites à quelqu'un que son père est mort, il vient chercher le corps pour l'enterrer. Si vous êtes incapable de lui donner le corps 24 heures, 48 heures, mais au bout d'une semaine, parce que vous attendez des résultats de tests qui ne viennent pas, ce n'est pas la responsabilité des médecins. La colère des familles est légitime, c'est la responsabilité d'un système de santé qui est en faillite. Voilà la réalité de la situation. Aujourd'hui, ils profitent de cette situation. Dire aux gens, vous n'avez pas le droit d'agresser les médecins, bien évidemment que personne n'a le droit d'agresser les médecins, ni personne, ni n'importe quel citoyen. Mais dire en même temps aux citoyens et aux médecins, vous n'avez pas le droit de filmer une réalité, vous n'avez pas le droit de montrer une réalité. Laissez-nous continuer. Et non seulement vous n'avez pas le droit, vous risquez de la prison si à l'avenir vous filmez des malades ou si vous filmez une quelconque carence au sein de l'hôpital. Le problème est là, ça veut dire on ment, on dit qu'on est les meilleurs, on dit qu'on est les plus beaux, et ne filmez pas pour montrer nos mensonges. Voilà la situation, et c'est valable dans tous les domaines, dans tout le pays. Il n'y a pas que les hôpitaux. Certains ont filmé avant les hôpitaux, ont filmé autre chose. Ils sont aujourd'hui en prison. Certains ont publié. Vous vous souvenez du jeune qui a publié Yadra. Il a passé plusieurs mois en prison alors que c'était une faute de Tebboune. Et ainsi de suite. Ils ne supportent plus que quelqu'un leur mette à la figure la vérité, la réalité du terrain, alors qu'eux vivent dans un autre monde et n'arrêtent pas de raconter des mensonges. Alors Yahya, une autre question très intéressante sur laquelle nous reviendrons de toutes les façons. Cette histoire de Tebboune, une déclaration qui est passée à la trappe, que personne n'a relevée quasiment, où il envoie le FLN, le RND, les anciens Moudjahidines, le JTA aux archives en quelque sorte. Il dit non, moi je ne repose sur personne, moi je vais reposer sur la société civile. Et à travers ça, on voit un peu des préparatifs où on comprend qu'il essaye de récupérer au sein des associations. Et là, ils viennent de valider en une seule cas, de donner l'agrément à 2600 associations. Vous pensez qu'il pourrait réussir à mettre le grappin sur un certain nombre d'associations qui pourraient lui servir de base sociale? De base sociale, il n'en aura pas, et ça c'est exclu. C'est une tentative qui est vouée à l'échec. Je vais vous donner des chiffres. Vous avez donné tout à l'heure le chiffre de 100 000 associations qui ont existé du temps de Bouteflika. 100 000, financées en grande partie par les œuvres sociales de Sonatrach. 6 000 milliards qui finançaient 100 000 associations, toutes sortes d'associations sportives, culturelles, tout, notamment par les œuvres sociales de Sonatrach. Est-ce qu'elles ont sauvé Bouteflika? Est-ce qu'elles ont donné une base sociale à Bouteflika? Absolument pas. Donc, ils sont dans l'échec. Leur base sociale,
c'est entre 5 et 10%, comme dans toutes les Mais dictatures. jusque-là, personne n'a essayé de le récupérer. Jusque-là, le régime se servait du FLN, du RND, des associations de masse, UGTA, Ancien Moudjahidine, Fils de Kda, maintenant, et aussi des Zaouïas. Mais jusque-là, les associations n'ont pas été utilisées. Alors que Tebboune semble vouloir s'intéresser à ce nouveau filon qu'il semble avoir découvert. Les associations ont de tout temps été utilisées par les œuvres sociales. C'est les mairies, les communes, les daïras, les wilayas qui leur donnent des subventions et c'est des satellites qui tournent autour du pouvoir. Ça a toujours constitué ce qu'ils considèrent la base du régime. Tout cela a volé en éclats le 22 février 2019. Ça n'existe plus. Il y a une révolution qui est en cours. Ça prend du temps, comme tous les processus révolutionnaires. Ça prend du temps. Ils cherchent, là on est dans la contre-révolution, ils cherchent à se trouver une base sociale qui n'existe pas. Tebboune et les généraux qui l'ont mis ici, ça connaissent très bien les vrais résultats, les vrais chiffres des élections du 12-12, c'est autour de 7-8%, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est dans toutes les dictatures, les régimes dictatoriaux ont une base sociale. C'est cela, elle tourne autour de 10% au maximum, et ils ont 90% qui ne veut pas d'eux, et il y a un bon 50% de ces 90% qui le manifestent de manière active. C'est-à-dire quand vous avez la moitié de la population active contre vous, plus une grosse moitié inactive mais qui ne veut pas de vous, c'est énorme. Dans les pays occidentaux, quand il y a 1 million de personnes dans la rue, le gouvernement tombe. Dans un pays de 60 millions, il y en a 1 million qui est actif dans la rue, le gouvernement tombe parce que le 1 million actif représente les 30 millions inactifs. Donc on est dans quelques... Ils le savent très bien. La seule réponse qu'ils ont, c'est les mensonges, les complots, parce que c'est une mentalité, c'est dans leur ADN, et bientôt ils vont voir des complots partout. Ça ne règle pas, plus personne. Quel Algérien va croire que des gens ont volé des cadavres pour les jeter dans la rue, juste pour donner une mauvaise image du système de santé? C'est complètement dingue. C'est kafkaïen. Et ils sont dans ça. Ils ne font que cela. C'est un régime en fin de vie. C'est un régime qui n'arrive plus à assurer, vous en avez parlé tout à l'heure avec Smaïl Lalmas, les liquidités pour les gens, non pas de l'argent, les 10 000 dinars promis, l'argent des gens, les salaires, c'est leur propre argent. Merci. Pension des gens, ils n'arrivent pas à assumer tout ça. Et donc voilà, les complots, ça n'a jamais construit de pays, malheureusement. Yahya Bounouar, merci beaucoup. Amin Mennadi, merci beaucoup. Anis Lharir, merci beaucoup. Smaïn Lalmas, merci beaucoup. Et pardon pour les 2 fois où je me suis trompé sur votre nom. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Ce qui se passe est tragique. Et ça fait très longtemps que ça a commencé, cette histoire de Harraga. Mais là, nous pensions nous être retrouvés, avoir décidé de rester chez nous ou d'y revenir, d'entreprendre un Harga à rebours. Or, il semble que le désespoir se soit encore réinstallé. J'espère que nous pourrons trouver des solutions entre nous. J'espère surtout que nous ne laisserons pas ce régime disséminer la haine entre nous, la discorde, la polémique, la division, parce qu'il y va de sa survie. Il a besoin que nous jetions les uns sur les autres, que nous nous calomnions les uns les autres, que nous nous haïssions et que nous nous exécrions les uns les autres. بقاو على خير خوتي بالسلامة.